auxquelles vont répondre nos éminents experts dans le secteur dans le secteur financier qui sont déjà installés, à qui je souhaite une fois de plus la bienvenue. Alors, compétitivité financière et investissement. Je vais commencer par vous, Monsieur Emmanuel Djouissi. L'Afrique centrale se caractérise par un secteur financier des plus faibles dans le continent. Alors, à votre niveau, que font les banques pour améliorer cette compétitivité? Merci. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs de ce magnifique sommet, ce sommet de réflexion qui nous permet de mettre le doigt vraiment sur des sujets assez sensibles qui vont permettre à l'Afrique, et particulièrement à l'Afrique centrale, de pouvoir prendre finalement son élan. Avant d'intervenir, je vais commencer par citer un grand financier en Afrique centrale. C'est le président directeur général du premier groupe financier d'Afrique centrale, le président Henri-Claude Ohima, qui disait lors d'une interview face aux journalistes de Vox Africa que l'Afrique va se construire par les Africains et avec l'argent des Africains. Pour moi, c'était quelque chose de fort, ce type de déclaration. Et pour essayer de comprendre pourquoi jusqu'à présent on piétine, il faut peut-être aller dans l'histoire. Je ne suis pas un historien, mais j'essaie de temps en temps de rentrer un peu dans l'histoire, comprendre pourquoi jusqu'aujourd'hui ça ne marche pas. Quels sont les freins, les vrais freins que nous avons jusqu'à présent sur le financement de l'économie de manière générale. Quand on rentre dans l'histoire, on va très bien comprendre que avant on avait pour la plupart des banques étrangères. Si on prend le cas de l'Afrique centrale, je ne vais pas directement dire les banques françaises, mais on sait très bien quelles sont les banques traditionnelles qui ont occupé l'espace depuis un certain temps. Et il faut aller comprendre quelles étaient les missions de ces banques-là. Est-ce que ces banques-là étaient là pour accompagner réellement l'économie? Est-ce que ces banques étaient là pour accompagner leurs filiales? C'est les questions qu'il faut se poser pour essayer de comprendre pourquoi jusqu'à un certain moment ça piétinait. Depuis un certain temps, on remarque très bien la montée en puissance des banques africaines. Je peux citer Afriland, je peux citer BGFI, je peux citer beaucoup d'autres qui montent en puissance et qui contribuent de manière significative. Peut-être ça ne se voit pas encore de manière directe au regard du retard énorme qu'on a accusé jusqu'à présent. La preuve, c'est que certaines banques étrangères sont en train de sortir du marché. Il faut aller comprendre pourquoi ces banques-là sortent du marché. Peut-être parce que finalement, les Africains ont compris qu'il faut qu'on prenne nous-mêmes en main notre propre destin. Et si on prend en main notre propre destin, ça voudrait dire qu'il faut qu'on se mette ensemble, qu'on crée nos propres banques, qu'on essaye de mettre ensemble nos points forts pour pouvoir résoudre l'éminent problème de financement des économies. Donc, pour une première prise de parole, je vais peut-être m'arrêter là. Ensuite, on pourra débattre. Merci. Alors, Monsieur Paul Onono, vous êtes administrateur directeur général de Contactura Capital. Alors, j'ai envie de vous demander quelle est la place que devrait occuper le secteur financier dans les objectifs de compétitivité des économies de la sous-région. Bonjour à tous et merci de m'avoir convié à ce forum de réflexion, comme disaient les autres, pour que nous essayons de trouver des solutions qui vont permettre à nos économies de se réveiller, entre guillemets. Donc, faisant suite à la question qui m'est posée, je vais partir simplement sur ce qu'on apprend simplement sur la science. Aujourd'hui,
et comme ça se fait ailleurs, les marchés financiers doivent contribuer à apporter des capitaux pour le financement de l'économie, principalement les capitaux longs. Parce que, comme l'a dit mon prédécesseur, aujourd'hui, on a des banques qui jouent leur rôle d'accompagner l'exploitation des entreprises. Mais si on remarque un peu la structure des capitaux, il y a un déficit en termes de capitaux longs. Aujourd'hui, si vous allez dans des banques, on va vous vendre à vous tous les crédits scolaires qui sont sur 12 mois. On va vous vendre des LC qui sont sur 3 mois du moins du court terme. Mais il y a un problème structurel qui se pose, c'est le problème des capitaux longs. Donc, c'est cette problématique que doit essayer d'adresser le marché financier. D'accord, merci. Quant à vous, Monsieur Francky Bounan, directeur de la société de gestion Harvest Asset Management. Alors, Monsieur Polonono a parlé de financement. Justement, nous savons que le financement est primordial pour soutenir le développement économique. Mais où est-ce qu'on va trouver ces financements-là? Bonsoir à tous et merci pour la parole. Merci aussi à M. Ekouti de nous avoir conviés une fois de plus à ce sommet. S'agissant de la question, je pense que le premier intervenant l'a dit à travers le discours du président directeur général du groupe BGFI. Les fonds sont ici en fait. L'argent dont on parle, c'est notre argent à tous. Aujourd'hui, pour pouvoir financer nos économies en CEMAC, d'abord les États, c'est vrai parce qu'ils ont des besoins beaucoup plus élevés, mais aussi adresser les besoins de financement des entreprises. L'argent est présent, c'est l'argent de nous tous, c'est l'argent des ménages. Aujourd'hui, elles sont essentiellement déposées en banque, mais on sait très bien que d'autres personnes gardent cet argent-là à la maison, on va le dire ainsi. L'idée aujourd'hui, en tout cas les mécanismes qui sont mis en place, que ce soit par des sociétés de gestion de portefeuille et des sociétés de bourse, contribuent à aller chercher cet argent et l'amener vers ceux qui en ont besoin. Et le mécanisme est mis en place par le marché financier. Nous, en tant que société de gestion, nous représentons des investisseurs. Donc, on va vers les investisseurs pour leur proposer des produits agréés par le régulateur des marchés financiers et qui répondent à leurs besoins. Leurs besoins, essentiellement, c'est de la recherche de la rentabilité de leur épargne. Cette rentabilité-là, donc, on arrive à adresser ce problème de rentabilité. Pas seulement la rentabilité d'ailleurs, parce que un épargnant peut chercher à épargner pour... Il y a certes la rentabilité, il y a le côté sûreté aussi qu'il faut apporter. C'est pour ça que les produits sont agréés par le marché. Il y a le profil du client. Est-ce qu'il va investir sur le court, moyen ou long terme? Monsieur Onono l'a dit, l'avantage du marché financier, c'est d'adresser des problématiques plus longues. Une fois que le client sait exactement ce qu'il faut faire, nous, on a des produits qui lui sont adressés. Maintenant, les fonds qui sont collectés via les épargnants, là, c'est vrai que je parle d'épargnants, c'est des personnes physiques, mais aussi des personnes morales, sont aujourd'hui orientés vers le marché financier à travers des opérations qui sont structurées par des sociétés de bourse. Aujourd'hui, les sociétés de bourse accompagnent les PME sur les volets levés de capitaux pour le long terme. Nous, en tant que représentants des investisseurs, à travers nos produits, on collecte de l'épargne et on l'investit sur ces titres-là qui seront structurés par des sociétés de bourse. Donc, pour me résumer, l'argent est disponible en CEMAC. Aujourd'hui, essentiellement, sans pouvoir me tromper, hein, quasiment 80-90% des capitaux qui sont investis sur le marché financier sont des capitaux qui viennent de la CEMAC. Donc, certains ont compris que pour pouvoir rentabiliser leur épargne, il faut l'investir vers des circuits sûrs. Et nous, on les aide justement à rentabiliser cette épargne-là à travers les produits qu'on met en place. Merci. Absolument. Alors, Monsieur
Florian Djoumbissi. Le Cameroun a lancé le 31 mai dernier la stratégie nationale du développement sur le secteur financier. Alors, il se base sur 6 axes stratégiques. Quand on parcourt le document, on se rend bien compte que il reste beaucoup de défis à relever sur le secteur pour le rendre plus dynamique. Alors, on a envie de vous demander quels sont pour vous les leviers à activer pour atteindre ces objectifs, pour impulser ce dynamisme-là du marché financier. Ok, je pense que certains intervenants l'ont si bien dit ce matin. L'un des leviers qu'il faut activer, serait sur le plan des pouvoirs publics, de la puissance publique, notamment sur tout ce qui est juridique, le domaine du... Parce qu'aujourd'hui, la difficulté qu'on a, l'une des difficultés bien sûr dans le financement, c'est que lorsque vous avez réussi à financer un client et que à la fin ça se passe mal, je vous assure, pour rentrer en possession de la garantie, c'est hyper compliqué. Vous pouvez faire 10 ans en justice. Donc, vous imaginez, et c'est ça qui freine en fait le financement. Quand une banque, et je vous rappelle très bien que la banque n'est qu'un intermédiaire, il faut que ça soit très clair, la banque n'est pas propriétaire de cet argent, la banque collecte l'épargne et met à la disposition des clients qui en demandent. Donc, ce n'est pas son argent, elle n'est qu'intermédiaire. Donc, si la banque à un certain moment se rend compte qu'elle ne peut pas réaliser ses garanties, et c'est pour ça que vous allez voir de plus en plus dans les secteurs comme l'immobilier, parce que l'immobilier, on parle de l'immobilier, on parle du foncier. Et quand on parle du foncier, on sait très bien tous les problèmes qu'on a au Cameroun avec le foncier. Quand vous arrivez à financer un terrain et que le lendemain matin, on vous dise que le ministre a annulé les titres fonciers dans un quartier, l'implication dans les banques est énorme. Parce qu'une fois de plus, ça joue sur tous vos ratios réglementaires. Vous devez commencer à constituer des provisions. Et ça n'encourage pas. C'est un gros frein. Donc, il faut que sur le climat juridique, qu'on puisse nettoyer, que ça puisse être très clair et limpide, fluide, que le respect des textes soit vraiment d'or de ce côté-là. Sur un autre plan, on peut également toucher du doigt un autre levier, c'est que les hommes d'affaires doivent se faire accompagner par des spécialistes. Ils doivent se faire accompagner. Il y a beaucoup des hommes d'affaires qui ont de très bonnes idées, mais quand ils arrivent à la banque avec un business plan, parfois qui a été conçu par le cousin, par le neveu, ça ne tient pas la route. Et quand vous écoutez la personne en face de vous, quand il vous parle de son projet, vous avez envie de lui demander, mais est-ce que c'est ça que vous avez écrit dans le business plan que vous avez à main? Parfois, c'est des très bons projets, mais qui sont pas très bien conçus et qui finalement découragent le banquier, fait peur. Vous savez bien que le banquier, c'est deux choses, le risque et la rentabilité. C'est tout. La banque, c'est le risque et la rentabilité. Je veux gagner de l'argent, mais je fais attention au risque. Je veux gagner de l'argent, je fais attention au risque. Donc, s'il y a des éléments de risque, aussi petits que ce soit dans un dossier, ça va contribuer à freiner ou alors ça va contribuer à décourager le banquier qui pourra refuser de vous accompagner. Donc, le deuxième levier, donc, je viens de citer, c'est vraiment de se faire accompagner par des spécialistes pour vous permettre de pouvoir concevoir votre projet et le rendre bancable ou le maturer, comme certains aiment bien le dire. Donc, voilà quelques leviers. Un autre levier, c'est sur le plan de la conformité. Vous savez, de plus en plus aujourd'hui, on ne parle plus de banque sans parler de conformité. La conformité est devenue un sujet. Et le business au niveau de la banque. Certains vont carrément la conformité pour le frein. Pourquoi? Parce que nous, dans notre culture, dans la tradition africaine, nous ne sommes pas habitués à justifier l'origine de nos fonds. Vous voyez, quand un papa arrive à la banque et il vient avec 100 millions, il veut faire le versement, on lui dit qu'il faut justifier l'origine des fonds. Et alors que il a vendu, par exemple, les bœufs, si je reste dans le Grand Nord, on a beaucoup ce problème dans le Grand Nord, par exemple. Et il a vendu ces bœufs-là, les têtes des bœufs qu'il élève à la maison, et puis il va au marché des bœufs un dimanche, il vend,
les bœufs pour 10 millions. C'est rien du tout. Hein. Quand on dit 10 millions, c'est vraiment rien du tout. Quand vous allez sur le terrain là-bas, il y a des gens qui vendent pour 100 millions en une journée, en une matinée. Et donc, quand il arrive à la banque, il faut justifier l'origine des fonds. Et c'est ça qui fait que les gens vont thésauriser l'argent, les gens vont mettre l'argent à la maison. Et ça, c'est un gros frein. Donc, je pense que l'un des leviers, c'est aussi de tropicaliser un peu la conformité, d'essayer de mettre la conformité au niveau africain en tenant compte de nos réalités africaines, une fois de plus, et non d'importer des choses de manière brute et de les faire appliquer. Merci. Monsieur Paul Onono, sur le marché financier, on a des investisseurs qui ne courent pas toujours. Le marché financier ne fait pas toujours courir les investisseurs. Alors, les emprunts obligataires structurés par les sociétés de bourse dont vous représentez l'une aujourd'hui ont un taux de participation relativement bas. Alors, pour vous, quelles sont les barrières à briser pour rendre le marché plus accessible? Ok, merci pour cette question. Je pense que le problème de la profondeur du marché peut s'attaquer sous deux angles. Le premier angle, c'est que de l'expérience que j'ai, que ce soit mon expérience bancaire ou mon expérience sur les marchés financiers, les investisseurs ont peur de l'innovation. Donc, quand vous venez leur parler des titres, des obligations, des achats d'actions, ils ne comprennent pas ça. Ils préfèrent faire leur DAT. Et pour ceux qui comprennent même, parce qu'il y a, comme l'a dit M. Djoumissi, il y a le risque, il y a le couple risque-rendement. Pour ceux qui veulent sortir de leur zone de confort, ils se demandent souvent pourquoi je vais enlever mon argent en bon de caisse où je peux avoir 3-4% pour aller placer sur le marché financier sur des actifs que je ne comprends pas et où on va me rémunérer à peine 5-6%. Donc, en réalité, aujourd'hui, sur le marché, les investisseurs sont intéressés par des actifs qui rapportent des taux à 2 chiffres. C'est-à-dire que quand on parle effectivement de 6%, 5%, ça les intéresse pas trop. Généralement, si vous voulez avoir une masse d'investisseurs, il faut commencer à parler de 12, 30, 36%. Je l'illustre bien avec les pyramides de Ponzi qu'on a eu dernièrement. Quand on vous disait, il y a un actif sur lequel il faut investir et tu gagnes, si tu mets 100 000, tu gagnes 30 000 toutes les 2 heures. Ça, vous allez voir que c'est des actifs sur lesquels la plupart des gens sont partis. Et vous serez même surpris de voir la qualité. Quand je dis la qualité des investisseurs en termes de, comment je vais dire, d'intellect, si je peux dire, du niveau des personnes qui ont parfois investi là-dedans. Mais, en fait, on ne veut pas construire sur le temps. Il manque de la discipline. Et je crois que c'est le même problème que les assureurs rencontrent sur les produits de assurance vie. Et je suppose que c'est les mêmes produits, les mêmes problèmes que l'asset management rencontre. C'est que quand vous venez dire à un investisseur, vous avez 10 millions à la banque à 3%. Si vous venez chez nous sur un produit, un fonds commun de placement, on vous garantit 5%. Vous reprenez aussi votre argent quand vous voulez. Il te dit 2%, ça fait quoi? Ça en change rien. Il préfère que son argent dorme là. Et puis, certains préfèrent que ça dorme sous le matelas. Parce qu'à la banque, encore, la banque utilise pour financer l'économie. Donc, c'est un peu la problématique qu'on a aujourd'hui. C'est qu'il faut éduquer les populations. Moi, quand j'ai fait la banque, je peux illustrer un propos général qui ne concerne pas seulement le financement. C'est que, à la BICEC, parce que je suis passé par la BICEC, quand il y avait la paye des fonctionnaires, il y avait un monde fou dans les agences. Et on avait un nouveau directeur général qui est arrivé. Il a dit, mais pourquoi il n'y a pas de carte? Pourquoi les clients n'ont pas de carte bancaire? Il a dit non, les clients estiment que c'est un produit de luxe, et ainsi de suite. Ils ne veulent pas payer la cotisation. Je crois que c'était peut-être 500 francs, je crois, par mois, puisque les cartes coûtaient 6 000 l'année, un truc comme ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a encouragé les gens à prendre des cartes bancaires et
on a plutôt, comment je peux dire, inséré une commission sur les retraits d'espèces. Donc, si certains se souviennent, à la BICEC, à un moment, si vous vouliez faire un décaissement auprès de la caisse, vous devez payer 500 par décaissement. Et on a réduit le prix de la carte pour lancer un peu, pour motiver, entre guillemets, les clients. Donc, dans les mois qui ont suivi, les guichets se sont désertés. Donc, la plupart, bon, la politique était accompagnée aussi par l'installation des distributeurs automatiques dans plusieurs endroits autres que les agences. On a commencé à sortir dans des points commerciaux, des supermarchés, les stations-service, et ainsi de suite. Donc, c'est un travail aussi d'éducation qu'il faut faire. Bon, je ne vais pas parler pour la plupart des sociétés de bourse, ou pour les acteurs du marché financier ou du secteur financier globalement. Il y a un travail d'éducation à faire auprès des investisseurs potentiels, auprès des épargnants, pour qu'ils viennent sur les marchés financiers. Donc, c'est ce que je peux dire. Vous parliez de l'éducation financière. Monsieur Francky Bounan. Monsieur Francky Bounan, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il est bon, lors de ces opérations, par exemple d'emprunt obligataire, d'associer les opérateurs de téléphonie mobile pour faire un grand écho sur ces événements-là? Ils ont quand même une grande capacité de communication. Est-ce que cela ne pourrait pas vous aider à inciter davantage le public à participer? Merci. Donc, merci pour la question. Je pense que tous les acteurs qui peuvent aider, en tout cas à l'élargissement de l'assiette, à mieux collecter, sont les bienvenus. Aujourd'hui, bon, sur le marché financier, on voit beaucoup plus les opérateurs de téléphonie mobile sur les volets de la collecte. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone ou un téléphone mobile. Tout le monde a un compte Mobile Money ou Orange Money. L'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir démocratiser la souscription au titre. C'est essentiellement administratif aujourd'hui. Bon, je pense que Monsieur Onono il va se reconnaître. Pour souscrire à un emprunt obligataire, on remplit une paperasse, on fait un dépôt sur un compte bancaire. Et bon, certaines personnes peuvent trouver ça un tout petit peu dépassé par rapport à l'ère numérique que nous sommes en train de vivre. Donc l'innovation dont nous bénéficions déjà aujourd'hui peut être intégrée dans ce processus de collecte-là. Certains acteurs, lors de certaines émissions, ont tenté le coup en insérant la souscription par Orange et Mobile Money. Et ça fait en sorte que, c'est vrai, on a des petits tickets, mais finalement, ça intéresse une grande masse. À la fin de la journée, ça fait en sorte que, bon, en général, personne n'investit dans ce qu'il ne comprend pas. Donc, quelque part, ça éduque. Nous, notre point également sur l'éducation financière, elle est simple en fait. Pour pouvoir investir sur le marché financier, le gros frein, c'est qu'on n'est pas éduqué. Pour donc, on va dire, surmonter cette éducation-là, il y a en général deux solutions. Vous pouvez faire une souscription en direct, mais quand vous souscrivez en direct, ça veut dire que vous savez exactement ce que vous achetez. C'est quoi une action, c'est quoi une obligation, quels sont ses avantages, j'aurai droit au coupon, à quelle période. Ça nécessite de la lecture. Si c'est sur une action, vous devez probablement savoir lire un bilan, un compte de résultat, savoir interpréter les prévisions de croissance de l'entreprise. Bon, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, il y a le côté direct et il y a le côté indirect. Maintenant, indirectement, vous avez des intermédiaires, des sociétés de bourse, des sociétés de gestion. Pour les sociétés de gestion, en fait, eux, ils vont vous vendre un produit qui est simple à comprendre, qui est similaire à un produit bancaire, un rendement et des avantages.
Derrière, lui, la société de gestion en tout cas, elle a des équipes en interne qui auront pour un rôle d'étudier les opportunités d'investissement sur le marché, placer votre épargne sur des supports sûrs et vous rendre compte. Donc finalement, vous n'avez plus besoin de savoir ce que c'est qu'une obligation, savoir ce que c'est qu'une action, mais vous investissez dans un produit que vous comprenez et le gestionnaire fait le travail en amont, investit et vous rend compte. Vous pouvez lui poser finalement des questions. Bon, et oui, j'ai souscrit dans tel fonds. Je vois qu'on a une exposition sur le Cameroun, sur le Gabon. Vous avez investi sur quoi? Donc, lui, il fera, parce que vous payez pour ce service-là, il vous explique. Donc, il y a un bon point de se faire accompagner, tout simplement. Finalement, les intermédiaires, qu'est-ce qu'ils vous vendent? C'est du temps, parce que vous êtes déjà occupé avec votre boulot. Donc, vous payez pour un service. Vous avez un rendement, vous avez des reportings qui vous seront envoyés. Donc, vous gagnez en temps. Vous vous concentrez sur votre activité. Vous dégagez de la trésorerie ou de l'épargne et vous l'investissez, vous le confiez, on va le dire ainsi, à des professionnels qui auront pour rôle de l'investir et de vous rendre compte. Donc, pour nous, l'éducation financière je pense qu'on le vit tous, hein, même la banque d'ailleurs. L'éducation financière est primordiale. C'est quand on est éduqué que finalement on souscrit à des produits que nous proposons tous. Et il faut dire également que c'est un cercle vertueux. Vous souscrivez à un produit d'épargne. Nous, ce qu'on fait avec ce produit, avec les fonds qu'on a collectés, c'est qu'on finance l'État pour pouvoir développer des routes, construire des infrastructures. On finance des entreprises qui vont se développer. Et finalement, c'est un cercle vertueux. Tout le monde y gagne. Aujourd'hui, lorsqu'on vend des emprunts obligataires, on ne vend plus simplement un rendement. On dit finalement aux clients, écoutez, le projet, l'État veut lever 200 milliards, mais veut lever 200 milliards, il va vous donner un rendement de 6%, je dis n'importe quoi. Mais finalement, ce qui intéresse le CEMACien ou alors l'habitant de la CEMAC, c'est qu'est-ce que l'État fera de cet argent. Donc, si on lui dit c'est pour construire la route qui va de Yaoundé à Douala, il sera content de mettre un tout petit peu d'argent pour ça. Si on lui dit c'est pour construire un stade, construire des infrastructures qui finalement vont impacter son quotidien, il sera beaucoup plus intéressé. Donc, l'éducation financière, c'est l'affaire de tout le monde. Et nous, en tout cas, sur le marché financier, on invite tous les acteurs qui peuvent aider. Et comme vous avez dit, l'innovation sur le numérique, en tout cas, on l'encourage fortement. On va poursuivre avec vous, Monsieur Emmanuel Djoumbissi. Compétitivité, c'est aussi le soutien au tissu économique. Pourtant, on a du moins, d'un aperçu général, les banques ne soutiennent pas suffisamment les PME, qui ont quand même assez de poids dans ce tissu économique-là. Alors, comment faire pour y remédier? Quelle est la stratégie que vous mettez en place pour soutenir davantage les petites et moyennes entreprises notamment? Déjà, je ne sais pas si c'est vrai, cette affirmation, que les banques ne soutiennent pas les PME. Peut-être c'est pas au niveau qu'on aurait souhaité, mais comme je vous dis toujours, la banque, c'est pas une œuvre caritative. C'est pas une société qui distribue de l'argent au premier venu. Il faut aussi que nos PME soient bien structurées. Et on peut le comprendre. Et comme j'expliquais tantôt, les PME sont en train de monter en puissance. Vous savez, pour avoir des bonnes PME, il faut avoir aussi des bonnes grandes entreprises. Parce que les PME font partie de ce qu'on appelle l'écosystème des grandes entreprises. C'est pour ça que d'ailleurs, quand une banque s'implante pour la plupart des temps, elle commence toujours par ouvrir la banque d'investissement qu'on appelle le corporate banking. Pourquoi le corporate banking? Normalement parce que le corporate banking va structurer les grandes entreprises. Et ensuite, la banque va ouvrir ce qu'elle appelle la banque commerciale ou la banque de détail pour accompagner les PME qui font partie de l'écosystème de ces grandes entreprises-là. Donc,
Les PME aujourd'hui doivent se mettre à niveau. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de programmes. On a écouté, on le voit tous les jours. Il y a des organismes aujourd'hui qui accompagnent les PME. Il ne faut pas que les gens hésitent d'aller vers ces organismes-là pour se faire accompagner, pour se mettre à niveau. Une autre chose, c'est le changement du mindset de nos responsables des PME. Je vais vous raconter une petite anecdote. À l'époque, j'étais dans une banque où, pour un financement que j'avais accordé à un homme d'affaires, on avait fait le business plan, on a travaillé intégralement. Le projet était ficelé et on lui a mis environ 5 millions de marge pour que si jamais il y ait ce qu'on n'avait pas prévu, qu'il puisse rattraper. Mais ce que ce monsieur a fait, c'est que quand on a décaissé le crédit, la première chose qu'il a fait, c'est que il a acheté un terrain alors que ce n'était pas dans le projet. Il pensait saisir une opportunité. Pour lui, c'était j'ai eu une occasion en or. On vient de me mettre le crédit en place. Qu'est-ce que je fais? Il a rapidement jugé. Il a dit, OK, je ne peux pas laisser cette opportunité passer. Alors qu'il n'y avait pas ça dans le business plan. Ce n'était pas prévu. Donc, il a diminué de 30% le montant de financement. Et là, c'est l'échec assuré qui commence. Parce que quand vous avez un projet sur lequel la banque a bien calibré, quand on vous remet de l'argent, faites attention parce que tout a été bien calibré. Si vous empiétez, entre guillemets, 30% du montant qu'on vous a remis pour acheter soit une voiture ou pour saisir une opportunité, après, c'est le bricolage que vous allez faire pour le reste du projet. Et ça ne va jamais marcher. Et après, on va accuser la banque d'avoir saisi vos biens. Et ça va aller dans tous les sens. Donc, il faut aussi que les hommes d'affaires puissent changer leur mindset et puissent être beaucoup plus concentrés. Et ça arrive beaucoup dans les PME. Un autre cas, c'est quoi? Un client vient vous rencontrer, il vous dit, j'ai gagné un marché, je veux un préfinancement. Vous préfinancez, on vous délivre l'attestation de virement irrévocable. Sauf que, au moment du paiement, il va voir le payeur et lui dit, paye plus tôt dans telle autre banque. C'est les cas qu'on a tous les jours. C'est-à-dire, vous êtes là, vous attendez l'argent. Le gars a déjà été payé de l'autre côté. C'est quand vous commencez à faire des recherches que vous vous rendez compte que il a perçu son argent depuis 6 mois et puis il vous raconte les mêmes histoires tous les jours. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on change de mindset également. Sinon, les banques seront un peu plus réticentes à nous accompagner. Je ne pense pas que c'est l'argent qui manque dans les banques. C'est peut-être l'argent sur le long terme qui manque. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'arrive pas à financer, à accompagner l'agriculture parce que si vous mettez une palmeraie, ça vous demande peut-être 10 ans, 15 ans pour avoir vraiment le retour sur investissement. Mais pour les financements, vraiment, ce qu'on appelle généralement les financements usuels, il y a de l'argent dans les banques pour le faire, mais il va falloir que l'homme d'affaires qui est là montre qu'il a une bonne probité morale, qu'il est quelqu'un sur qui la banque peut compter. C'est tout simplement ça. Donc, n'hésitez pas à venir vous faire financer. À titre d'exemple, cette année, et même l'année dernière, la banque où je suis a accompagné beaucoup d'entreprises. Beaucoup d'entreprises. D'ailleurs, si vous regardez sur les évolutions du marché, c'est la banque qui a fait le plus fort taux de progression en termes d'octroi de crédit. À titre d'exemple, on a fait revenir Coca-Cola, par exemple. Vous voyez, c'est une PME, c'est une Camerounaise qui a fait revenir Coca-Cola. Il faut le savoir. Donc, on a financé cette dame, c'est pas un secret, à plus de 30 milliards de financement. Alors qu'elle ne pouvait pas mobiliser les garanties de 3 milliards. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Mais quand les gens restent à distance, ils ont l'impression que les banques ne financent plus. Il y a Novia, par exemple, qui aujourd'hui fabrique l'huile. Il y a une nouvelle huile qui passe beaucoup sur le marché. C'est le financement bancaire, c'est nous qui les avons accompagnés. C'est des projets que les banques accompagnent. Il y a la cimenterie. Je peux citer comme ça plusieurs projets. Maintenant, l'écosystème de ces projets qu'on appelle les PME autour de ces grandes entreprises-là, elles doivent absolument se réinventer. Absolument se réinventer au niveau du mindset des gérants. Voilà, donc c'est mon conseil que je peux donner à tous ceux qui font dans les PME, qui sont les patrons des PME. Vraiment, respectez votre parole. Quand vous venez à la banque et que vous voulez faire un projet, soyez concentrés, restez sur votre projet. Ne vous détournez pas. Ne détournez pas l'objet du crédit. Parce que quand vous détournez l'objet du crédit, il y a de fortes chances que vous ne remboursez pas ce crédit. Vous avez l'impression au départ que c'est rien. Je vais juste faire ça et je vais remettre. Mais sauf qu'après, vous ne maîtrisez plus la situation et du coup, vous devenez persona non grata.
Merci. Pour votre dernière prise de parole, avant de passer aux échanges, Monsieur Paul Onono, on a l'impression que la bourse est restée un produit d'élite. Comment démystifier cet état des choses? Ok, merci pour la question, mais avant de répondre à la question, j'aimerais rebondir sur ce que Monsieur Djoumessi a dit sur son dernier propos. En fait, un point que je souhaitais aussi relever pour avoir fait un peu de banque, c'est que les promoteurs au Cameroun, notamment, et peut-être dans la CEMAC, ne construisent pas de réputation. Elle dit que moi, j'ai fait dans certaines banques qui finançaient, j'ai rencontré des promoteurs qui arrivaient et juste sur la base d'une lettre, on leur accordait des financements. Parce qu'ils avaient une certaine, comment je vais dire ça, historique de remboursement et une certaine probité. C'est-à-dire, le client, bon, ils ont parfois connu aussi les difficultés comme tout le monde, mais quand ils connaissaient une difficulté, ils communiquaient que oui, l'échéance est telle, je ne pourrais pas régler, mais j'attends tel qui arrive, ainsi de suite. Donc, il y a une sorte d'échange. Alors que quelquefois, la plupart du temps, vous avez des clients ils savent que l'échéance va arriver et les banques regardent beaucoup les ratios prudentiels. À la fin du trimestre, tout doit être ouvert. Si on arrive à la fin du trimestre et que tu aurais un impayé, tu n'anticipes pas, tu mets la banque en difficulté. Et c'est des signaux, c'est des choses qui restent dans la tête du banquier. Donc, je voulais aussi rajouter parmi les points qu'il a évoqués que c'était important de construire sa réputation quand on est un investisseur. Parce que à partir de là, peut-être 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, quand vous allez à la banque, vous demandez 1 milliard, ça devient facile. C'est un peu la même chose comme dans nos vies. Si quelqu'un vous demande 1000 francs chaque jour et que vous remboursez toujours à temps, quand il vient vous demander 2000 la prochaine fois, vous donnez sans regarder le reste. Mais si à chaque fois il vient, il prend 1000 francs, il vous dit, et ça devient un combat pour le recouvrement, la prochaine fois quand il vient, c'est aussi pénible. Donc, c'est ce que je voulais rajouter. S'agissant de l'image de produits premium, je vais dire que que la bourse renvoie au marché. Disons que c'est peut-être aussi le fait de la structuration de notre marché, parce qu'on se dit que pour aller sur les marchés financiers, il faut déjà avoir de l'épargne. Il faut déjà avoir assez d'épargne et nous tous on sait que nous sommes dans des économies qui sont un peu encore en développement. Donc, du coup, les gens qui ont l'habitude de parler de bourse autour de nous, c'est des gens qui montrent quand même un certain confort. Mais, au-delà de ça, je pense que les acteurs du marché financier, notamment les intermédiaires, que ce soit les sociétés de bourse comme Contactour, les sociétés d'asset management, ont commencé à mettre des programmes en place pour démystifier, parce que c'était ça tel qu'on l'a dit précédemment, démystifier un peu les produits du marché financier, parce que tout réside d'abord sur la compréhension. On se rend compte qu'aujourd'hui, avoir un bon de caisse, c'est quasiment l'équivalent d'avoir des parts de fonds communs de placement. Mais comme le client ne comprend pas ce que c'est qu'un fonds commun de placement, comment ça marche, et ainsi de suite, il a de la peine à mettre, de la difficulté à mettre son argent. Alors que si vous allez sur le mécanisme pour souscrire, c'est presque la même chose. Vous allez aller en banque, vous allez mettre de l'argent dans votre compte, vous allez signer les papiers pour le bon de caisse et ainsi de suite. Donc, ça prend le temps que ça prend. C'est la même chose si vous allez auprès d'un fonds commun de placement, dire, OK, moi je veux placer, vous avez dit c'est 6% et je retire quand je veux. Vous partez, vous remplissez aussi le papier, c'est aussi simple et vous faites aussi un ordre de virement depuis votre compte bancaire vers le compte bancaire de la société d'asset management. Donc, je vais encore dire, aujourd'hui, on reste, entre guillemets, premium, effectivement, parce que la culture et l'éducation est en train de se faire progressivement. Mais la question que vous avez posée aussi sur l'utilisation des moyens de paiement des telcos, je pense qu'avec ça, ça contribue aussi à démystifier. Moi, j'ai été chez UBA. Quand j'étais chez UBA, je faisais découvrir à mes collègues qu'on pouvait faire des virements bancaires avec WhatsApp.
et avec Messenger. Donc, quelquefois, j'étais pas au Cameroun et j'avais besoin d'argent sur mon Orange Money pour faire une transaction. Et j'appelais un collègue, je lui ai dit, s'il te plaît, on était le samedi au dimanche et la banque était fermée, que fais-moi un virement de tel dans mon compte, je veux pouvoir envoyer ça dans mon OM pour faire tel. Et à partir de son Messenger, c'est un produit qu'on appelle Léo. Messenger ou WhatsApp, tu fais le virement. Et c'est tellement intuitif. Je veux dire, tu n'as pas besoin d'avoir fait des hautes études. C'est aussi simple que ça. Mais même mes collègues, quand j'étais à UBA, n'arrivaient pas à utiliser ça. Quand tu dis, OK, s'il te plaît, utilise ton WhatsApp pour faire tel, il te dit que non, vos histoires là, si mon argent cale quelque part, des choses comme ça. Donc, on a ce problème d'éducation globale qu'il faudrait d'abord résoudre. Les produits ne sont pas toujours aussi complexes que ça, mais on a parfois peur de l'innovation. Donc, pour finir, pour conclure par rapport à votre question, je pense que c'est juste l'éducation. Et les sociétés sont en train de travailler dessus. Je vois Elite Capital, par exemple, qui communique beaucoup. Je vois Harvest Asset Management qui communique beaucoup. Je pense qu'au fur et à mesure, les acteurs, les intermédiaires du marché financier puisque de toute façon, on le sait tous, le marché devient saturé. Nous tous, on va vers les mêmes investisseurs aujourd'hui. Pour pouvoir trouver des relais de croissance, il faudra trouver de nouveaux investisseurs. Et les nouveaux investisseurs, ce ne sont pas les riches ou les institutionnels que tout le monde connaît. Donc, il va falloir aller chercher l'épargne du Ben Skinner qui peut épargner 1000 francs par semaine ou je sais pas où, ou quelque chose comme ça. Donc, tout réside sur comment j'ai dit ça, sur j'oublie le nom. L'éducation, pardon. Merci. OK. Capter l'épargne, c'est également l'un des défis qu'on rencontre sur le marché, ce qui ne permet pas toujours de pouvoir financer l'économie comme il se devrait. Alors, Monsieur Francky Bounan, qu'est-ce qui justifie cet état des choses? Est-ce que le système serait-il hostile, en quelque sorte? Merci pour cette question. Bon, est-ce que le système serait hostile? Bon, je pense que en tout cas, nous chez Harvest, on pense que, comme on l'a précisé depuis le début de ce panel, des solutions existent, mais elles sont méconnues, simplement du grand public. Je vous prends un exemple simple. Aujourd'hui, le marché, en fin 2023, le marché de l'asset management globalement, CEMAC représentait 636 milliards. Bon, on est en train de parler d'un marché qui est entre guillemets méconnu, mais les 15 sociétés de gestion aujourd'hui confondues en CEMAC ont collecté 636 milliards auprès des habitants de la CEMAC, avec une grosse concentration certes sur le Cameroun. Donc, il y a de l'épargne, certains ont compris et commencent à investir via ces circuits-là. Il faudrait justement que d'autres puissent comprendre. Et ça passe par l'éducation. Donc, les produits existent et ils sont simplement méconnus. Un autre exemple. Aujourd'hui, dans la segmentation de marché, ce qu'il faut comprendre également, c'est que il y a des intermédiaires sur le marché financier. Aujourd'hui, même parfois, on a l'impression qu'on se marche sur les pieds, mais en réalité, il y a une segmentation qui est très claire. Les sociétés de bourse sont là pour accompagner les entreprises et les États pour la levée du financement. Les sociétés de gestion sont des représentants des investisseurs. Ça veut dire que vous, en tant qu'investisseur, vous recherchez de la rentabilité. La société de bourse structure, accompagne l'État et les entreprises pour lever des capitaux. Ces capitaux-là, en fait, nous, on les a. Parce que nous, on adresse, on parle aux investisseurs et on leur vend des produits. Ces produits-là, donc, finalement, quand on arrive au marché, l'offre, la demande, donc, il y a des investisseurs, des émetteurs en face qui ont besoin de financement. Il y a des représentants des investisseurs qui ont justement cette épargne-là. Et finalement, il y a rencontre. Les investisseurs trouvent leur compte, les émetteurs trouvent leur compte. Et derrière, il y a simplement un jeu de remboursement qui est fait en termes d'intérêt. Donc, le marché est très structuré. Vous avez parlé tout à l'heure de la bourse renvoie une image
produit élitiste. En réalité, c'est vrai, parce qu'on va vous dire peut-être pour participer à un emprunt obligataire, il faut 200 000 minimum. C'est peut-être pas accessible à tous, mais il y a des fonds communs de placement qui sont accessibles à partir de 1000 francs. Et avec ces 1000 francs-là, vous avez accès aux rendements qui sont sur les marchés financiers. On parle de 5-6%, qui sont déjà au-delà des produits d'épargne classiques que vous avez, que ce soit des comptes épargne ou alors l'assurance vie. Donc, les produits existent, mais il faut s'adresser au bon. Aujourd'hui, certainement, si vous partez vers monsieur Onono, vous lui dites, écoutez, j'ai 10 000, je vais investir, il va vous dire sûrement non, parce que en termes d'économie d'échelle, il préfère avoir une société de gestion comme client que d'avoir 1000 personnes qui vont souscrire 10 000. Et le business model de la société de bourse n'est pas fait pour ça. Mais par contre, chez les sociétés de gestion, nous, on est outillés pour gérer 1000, 1 million, voire plus de clients. Aujourd'hui, en portefeuille, on a terminé l'année dernière avec pratiquement 300 milliards d'actifs sous gestion sur toute la CEMAC. On n'a pas que des clients au Cameroun, on a des clients dans les autres pays de la CEMAC. On a, en termes de nombre, certainement plus de personnes physiques. Mais bon, vous comprenez que les 300 milliards ne viennent pas des personnes physiques. Donc, il y a une grosse concentration encore sur les personnes morales. Et l'idée, pour nous en tout cas, dans l'éducation financière, c'est de toucher individuellement chacun. Pour que la population puisse comprendre qu'aujourd'hui, il ne faut pas, je crois que ce serait ça mon mot de fin, il ne faut pas avoir 20 millions pour commencer à investir. Aujourd'hui, avec 1000 francs, avec 10 000, vous pouvez épargner et avoir accès aux rendements qui sont déjà disponibles sur le marché. Donc, vraiment, les produits existent. On travaille en termes d'éducation financière pour pouvoir atteindre les clients. On n'a peut-être pas la capacité de communication de la banque. Et d'ailleurs, c'est un point peut-être qui est un frein pour nous, parce que nous, on crée des sociétés de gestion. Dans l'imagerie populaire, c'est pas connu de tous, mais tout le monde connaît la banque. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en général, les produits fonds communs de placement sont créés en partenariat avec des banques. Les banques, donc, finalement, sont nos partenaires. Quand nous, on dit on met en place des produits, des comptes des produits ne sont pas ouverts chez nous. Ils sont ouverts à la banque parce que dans l'écosystème, le régulateur a identifié que l'acteur qui est solide et qui apporte de la crédibilité en termes de garde et de conservation des actifs, c'est la banque. Donc, nous, on s'associe avec des banques pour créer ces produits-là. Et certaines fois, nous, les produits sont commercialisés également par la banque. Donc, nous, nos partenaires sont les banques. On s'appuie également sur leur réseau pour pouvoir atteindre leurs clients. Et en marge de cela, on fait aussi de la communication pour atteindre le grand public. Alors, pour le mot de fin de M. Emmanuel Djoubissi, alors, pour que les banques prêtent, il faut qu'elles disposent d'assez de ressources. Tout à l'heure, nous parlions des petites et moyennes entreprises qui parfois, entre guillemets, ne sont pas très sérieuses quand elles viennent vers vous. Maintenant, avec la montée en puissance des tontines, parce que quelqu'un pourrait se rabattre vers les tontines plutôt que de venir vers vous. Maintenant, on a envie de comprendre, est-ce que ce ne serait pas à cause des garanties autour, est-ce que le coût n'est pas et ne favorise pas, je vais dire, si on peut dire, la fuite de ces PME-là qui s'intéressent davantage aux tontines? C'est vrai que, bon, déjà au niveau des tontines, s'il y a des PME qui vont prendre de l'argent dans les tontines pour financer leur activité, c'est très grave. Je ne sais pas comment ils font, je ne sais pas comment ils réussissent à rentabiliser parce que les tontines, parfois c'est 5% le mois. Et si vous faites 5 fois 12, imaginez ce que ça vous fait par an. Et alors qu'au niveau de la banque, on est en train de parler du 12%. Donc, il n'y a même pas de match, entre guillemets. Donc, si quelqu'un se fait financer à la tontine, peut-être
son business n'est pas un business très clair. Il faut même bien regarder ce type de business-là avec beaucoup d'attention. Maintenant, quand je l'ai dit, le prix est fixé comment au niveau de la banque? Le prix est fixé en fonction de la nature du risque qu'on va rencontrer dans votre dossier. Vous pouvez avoir le même projet, mais ne pas avoir le même taux d'intérêt au niveau de la banque. Il faut le savoir. Et la garantie, d'ailleurs, une banque bien structurée ne vous demandera la garantie qu'en dernier ressort. Parce qu'on ne finance pas la garantie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déçues, qui viennent me voir, ils me disent, j'ai 3 hectares de terrain à Lundi, là on est à Douala, et vraiment tu n'arrives pas à me donner 100 millions, alors que 3 hectares, ça me fait 400 millions. Tu es couvert. Je lui dis non, c'est pas, je ne suis pas un vendeur de terrain, en fait. Je finance ton projet. Je finance la rentabilité de ton projet. Est-ce que le projet que tu vas réaliser, tu vas pouvoir générer suffisamment de cash flow pour me rembourser? Voilà ma question. Je ne te demande pas si tu as une garantie de prime abord. C'est à la fin, quand j'ai essayé de retourner ton projet dans tous les sens et que je me dis que ça peut tenir la route. Mais comme il y a parfois encore des incertitudes au niveau parfois de la moralité de celui qui porte le projet, on s'est dit, ok, pour montrer vraiment que tu es sérieux, mouille-toi un peu. Mouille-toi un peu voudrait dire, mets-nous quand même quelque chose en garantie, mets le titre foncier de ta maison. Mais si ton projet est aussi nickel que tu le présentes, pourquoi tu as peur de mettre le titre foncier de ta maison en garantie? Donc, c'est pour te dire en fait que la banque ne finance pas la garantie. Si on est arrivé au stade où on demande les garanties un peu plus, c'est parce qu'on est déçu. Et je l'ai dit tantôt, on est vraiment déçu parce que les gens utilisent beaucoup de raccourcis pour se faire payer. Ils ont des mécanismes pour se faire payer que nous ne maîtrisons pas et qui rendent les choses compliquées. Une autre chose qui renchérit le coût du crédit, où les gens ont l'impression que le crédit est cher, c'est parce qu'ils vont dans des marchés où le paiement est très long. Si vous allez sur un marché où vous allez vous faire payer je dis n'importe quoi, sur 6 mois, vous imaginez que vous allez supporter une charge d'intérêt énorme. Donc, si vous ne savez pas vous faire payer, n'y allez pas. Je dis souvent aux gens qui font dans les marchés publics, si vous ne savez pas vous faire payer, n'y allez pas. Vous allez bousiller toute votre rentabilité à payer les agios bancaires. Après, vous allez dire que la banque vous a trompé. Non, la banque vous a pas trompé. L'argent, c'est le temps, c'est l'argent. Donc, si tu fais 6 mois avec l'argent de la banque, tu dois payer les intérêts de 6 mois. Celui qui fait 3 mois avec l'argent de la banque paye les intérêts de 3 mois. Donc, finalement, il revient encore à l'investisseur de pouvoir bien faire ses choix dans le type de business qu'il veut faire. Et non seulement ça, de savoir est-ce que je serai payé rapidement? Est-ce que je sais me faire payer? Donc, si tu ne sais pas te faire payer, parfois c'est mieux de rester tranquille. Sinon, tu vas te retrouver en train de prendre encore l'argent au quartier pour venir reverser à la banque. Parce que même ce que tu as appris ne suffisait pas. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, en réalité, le taux d'intérêt est fixé en fonction du risque qu'on va courir. Parce que même l'assureur, quand l'assureur va venir assurer ton crédit, il va prendre tes paramètres. Tout ça rentre dans le coût du crédit. Si tu pour un même projet, tu peux payer 2 millions d'assurance, l'autre va payer 3 millions d'assurance. Parce que l'assureur a remarqué que peut-être ta tension est un peu élevée, peut-être ton état de santé, tu as un peu plus de poids. Donc tout ça, c'est tous ces éléments-là qui rentrent dans ce qu'on appelle le taux effectif global du crédit. Et donc, à la fin, on a l'impression parfois d'être un peu abusé. Mais quand on vous explique ligne par ligne, vous comprenez très bien qu'en réalité, c'est des contraintes qui sont externes à nous. Merci. Ok, merci, cher panéliste. Nous allons passer à la séquence des échanges. Nous allons prendre une série de 3 questions. Bonjour à tous. Je suis Barnabé Okuda, le directeur exécutif du Centre d'analyse des recherches sur les politiques économiques et sociales de Kamai-Kapak. Déjà, merci à Thierry et à toute l'équipe de l'organisation et aux panélistes pour ces interventions. Ce que je vais dire tout à l'heure, c'est pas une question, c'est un commentaire et qui pourra certainement aider à sortir avec du grand mood de cette journée et qui sera à l'honneur de Télégroupe.
peut-être que ça va vous surprendre que ce que j'ai dit, notre structure est un maillon entre le gouvernement, les partenaires internationaux et le secteur privé. Et nous travaillons un peu pour ces questions de faire bouger les lignes. Et à la pause, j'ai échangé avec certains pour faire passer le message selon lequel le changement que nous cherchons, l'amélioration des conditions de vie que nous cherchons tous ne viendra pas certainement du haut. Et nous pensons qu'une nouvelle approche pourrait consister à ce que cela parte du bas. Et ce bas-là, c'est la jeunesse que vous représentez. Je suis très heureux de voir les jeunes qui sont là et qui débattent de ces questions importantes. Alors, des choses simples sur lesquelles nous allons partir. Monsieur Djoubessi, vous dites que vous ne comprenez pas pourquoi les gens vont à la tontine. Non. Ne nous voyons pas les yeux. Posons-nous la question, pourquoi les gens vont à la tontine? Et c'est vrai qu'ils vont à la tontine. Et vous le savez. Qu'est-ce qui pousse les gens à aller à la tontine? Au-delà des questions de rentabilité financière que vous avez évoquées, ça c'est l'école. Mais dans la réalité, quelles sont les facilités que la tontine offre à ceux qui vont chercher l'argent là-bas pour préférer y aller au détriment des banques? Vous avez certainement fait ces analyses et ces études. Donc c'est là qu'il faut tacler le problème. Parce que nous ici, peut-être nous sommes des gens qui savons lire et écrire un peu, mais ces gars qui sont au marché central là, ce discours-là, vous ne pouvez pas le leur tenir. Parce que quand il va voir son frère à la tontine le dimanche, il sait qu'on a posé l'argent, il prend ça là, il part. Le lundi, il fait son business. Bon, ça peut marcher ou ne pas marcher, mais généralement, ça peut marcher. Et ça marche. Et il revient. Et vous savez aussi très bien que dans les tontines, il y a des règles qui sont très strictes là-bas, qui suivent, aussi comme à la banque. Donc, posons-nous les questions, comment faciliter l'accès au financement? Peut-être que ça peut aider. Alors, l'autre chose également qui m'a réjoui, c'est le fait que tous les intervenants, il y a un mot-clé qui est revenu, l'éducation, la culture financière. Ah oui, ça c'est une bonne chose. Et c'est un de nos combats également sur la question de l'éducation financière. Nous venons de réaliser une étude, une autre qui a circulé sur l'efficacité des emprunts obligataires en zone CEMAC. Alors, sur 10 ans, le Cameroun a levé plus de 1200 milliards de francs. Et sur les emprunts obligataires, vous allez voir que le taux de recouvrement est généralement supérieur à 100%. C'est-à-dire que quand on émet un emprunt de 100, on est à 110%, 120%. Ça veut dire que l'argent est là. Les gens sont prêts à investir. Mais la question, au-delà de ce recouvrement, et certainement aussi de ce qu'attendent les banquiers, c'est-à-dire le retour, le directeur du Trésor a dit récemment que un mois avant l'échéance, on commence à mettre l'argent de leur compte, c'est la BR. Ok, les banques, on rentre dans les fonds. Mais à quoi on a servi cet argent? Si au final, l'argent que l'on a mis à disposition du gouvernement pour réaliser des projets d'investissement qui sont supposés booster l'économie, si cela n'a pas d'effet, vous allez voir qu'à terme, au lieu que la spirale se ferme, elle s'ouvre, elle va se fermer. Parce que la rentabilité à terme, en termes d'impact, ne sera pas réalisée. Et c'est pour ça que nous faisons un plaidoyer pour revenir sur la question de l'éducation. Comme les banques d'investissement, autant les banques de développement, autant donc les banques d'investissement que les sociétés de bourse et les autres, que je ne doute pas qu'il y ait des services d'études, mais je sais que les services d'études dans les banques, c'est pour voir quand on va me donner le crédit, est-ce que je peux rembourser demain? Oui, mais il faut aller au-delà pour dire, cet argent, par exemple, dans le cas des emprunts obligataires, on met de l'argent à disposition de l'État. Comment on fait pour accompagner celui qui vient prendre l'argent chez moi pour qu'il ne tombe pas en banqueroute? Ça aussi, cette dimension d'accompagnement, c'est un plaidoyer que je fais. Hein. Je dis, c'est pas l'étude du projet, mais c'est l'accompagnement de la mise en œuvre du projet. Cette dimension-là, elle nous manque encore dans une institution financière. Et peut-être que, au sortir de cet atelier, si on peut faire ces plaidoyers-là, qui n'est pas une recommandation au gouvernement, c'est une recommandation à nous, au secteur privé, aux institutions financières et au groupe de médias à caractère économique, pour faire la promotion et le développement de la culture financière. Comment faire ça pour que les choses changent à partir du bas et non plus chaque fois faire des recommandations au gouvernement qui ne changent finalement rien? En fait, très peu de choses.
Donc voilà un peu sur quoi je voulais terminer en faisant ce plaidoyer sur la démocratisation de la finance. Comment briser cette barrière-là? Parce que, effectivement, quelqu'un l'a dit, la finance reste une affaire d'élite, ne nous trompons pas. Les gens ont peur de la carte bancaire, monsieur. Les gens ont peur de ça. Comment démocratiser la carte bancaire? Les gars de la téléphonie, ils ont réussi. Hein. Aujourd'hui, OM, en fait, je ne fais pas de publicité, mais le mobile money, aujourd'hui, c'est partout, même dans les villages. Mais la carte bancaire reste, même quand on donne ça à quelqu'un, il a peur de l'utiliser. Comment démocratiser cela? Peut-être aussi en essayant de multiplier le nombre de guichets. Vous savez combien de guichets il y a à Yaoundé? Ça fait honte, mes amis, par rapport au taux de bancarisation en Afrique de l'Ouest. Ça fait honte. Et c'est pour ça que quand il y a les salaires, la ville de Yaoundé est bloquée. Parce que les gens commencent à s'aligner la veille. Non, mais la veille, mes amis, les gens s'alignent la veille. Les salaires des fonctionnaires passent le 25. Je vous mets à défi, le 24 au soir. Vous allez voir comment les gens dorment devant les guichets. Alors pourquoi ne pas multiplier les guichets autant que possible, même dans les quartiers? Dans d'autres pays, on les met dans les commerces. Il y en a, mais vraiment très très peu. Donc vraiment, excusez-moi d'avoir été un peu long, mais c'était un plaidoyer pour le développement de la culture financière, l'inclusion financière, et chercher à mieux tacler les problèmes là où ils sont. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je remercie particulièrement M. Thierry Écouté pour cette initiative, particulièrement de faire intervenir le secteur bancaire, le secteur financier dans son ensemble. Ma question, je voulais d'abord me présenter, excusez-moi, j'ai pris la balle au bon. Je suis M. Nkolo Mbassa Victor, je suis directeur exécutif du Centre national de promotion des échanges, qui est un organisme de promotion du commerce et des investissements, mais qui accompagne les PME dans les opérations de commerce extérieur. Vous savez qu'il n'y a pas d'opération de commerce extérieur sans production. Il n'y a pas de production sans investissement, si vous voulez, sans le financement. Donc, ma question, donc, est donc m'adresser à Monsieur Florent Djubissi et certainement aux autres experts du panel qui ont brillamment exposé. Alors, la question c'est, à côté des projets en cours de mise en place de la Caisse de dépôt et de consignation, de l'absolue nécessité de réformer les règles prudentielles, ne convient-il pas aujourd'hui de mettre en place un mécanisme législatif permettant de rendre le marché du crédit bancaire beaucoup plus fluide? Merci Lobé Wane, Michel. J'ai beaucoup apprécié cet échange et j'ai retenu un mot qui est une expression qui me semble très importante, l'éducation financière. Mais je voudrais souligner que j'ai été aussi surpris de me rendre compte que l'éducation financière devrait se limiter aux gens qui ont la culture pour avoir l'éducation financière. Or, c'est faux. L'éducation financière, elle s'adresse à tout le monde, y compris aux commerçants le plus basique, le moins lettré. Et je vais donner un exemple pour que vous compreniez un peu ma préoccupation. En Afrique de l'Ouest, la bourse d'Abidjan, qui est très très dynamique comparée à celle d'ici de Douala, a ouvert un département qui cible, et ça peut surprendre ici, mais là-bas ça date de plus de 6 ou 7 ans que ça existe, qui cible les commerçants, ce qu'on appelle les commerçants de l'informel. Pourquoi ils l'ont ciblé? Parce qu'ils savent que c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont dans l'informel et qui sont des épargnants potentiels qui ont des quantités d'argent importantes qu'il faut faire rentrer dans le système. Donc ils en sont ciblés, il ne suffit pas de cibler, ils les ont approchés avec un discours, une communication adaptée pour cette clientèle-là.
Donc pour moi, quand on parle de bon de caisse, je ne vois pas en quoi le bon de caisse est plus compliqué qu'une explication pour faire un placement qui va rapporter tant pour cent à la bourse. Donc je pense que, pour moi, il faut que les acteurs, tous les acteurs, sortent un peu de leur confort. Ici en Afrique centrale, sortent de leur zone de confort. Ce n'est pas aux clients de comprendre les produits. C'est aux acteurs de faire la communication, d'expliquer et d'aller chercher les clients selon leur qualité, selon leurs aptitudes à comprendre et tout, avec le langage qu'il faut. Et on parle de mobile money, etc. Pourquoi le mobile money a réussi? Au début, même ici au Cameroun, les gens étaient sceptiques. Mais aujourd'hui, ça marchait. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'éducation financière doit aller aussi loin que possible. Et je donnerai un autre exemple, puis je termine là-dessus. Moi, j'ai vécu une dizaine d'années en Grande-Bretagne. Lorsque vous ouvrez un compte, vous êtes un particulier, je n'êtes pas une corporate. Vous ouvrez un compte dans quelque banque que ce soit, vous sortez avec un pack, une documentation qui vous donne des conseils. Maintenant, si vous créez une entreprise, on vous donne également un pack qui est adapté au fait que vous êtes créateur d'entreprise. Bien sûr, le service est payant, mais on vous accompagne. Comment faire un business plan? Comment, je sais pas moi, quels sont les différents produits? Comment les comprendre, etc. Comment créer, par exemple, digitaliser votre entreprise? Et c'est payant, mais ça accompagne. Et c'est ça aussi l'éducation financière. Donc, ce que je dis mon plaidoyer, pour reprendre l'expression, c'est que nos acteurs financiers sortent de leur zone de confort. Georges Makabé, sous directeur exécutif Mata Capital. J'aimerais pour cela, on parle d'éducation financière, mais si on constate dans les emprunts obligataires aujourd'hui, que ce soit ce que l'État du Cameroun émet, approuvé par COSUMAF et toutes ces institutions, BEAC et COBAC, vous allez remarquer que même dans ces émissions, aucun fonctionnaire du ministère des Finances ou du ministère de l'Économie n'est souscripteur. Vous arrivez dans les banques également. A7, BGFI et contracteurs qui viennent d'arriver. Vous ne serez pas étonné de constater qu'aucun de leurs employés n'est souscripteur. C'est une réalité. Donc, si la finance doit s'engager, vous devez aussi nous publier des statistiques que vos employés qui y travaillent, qui font de la promotion, ils sont aussi, à titre individuel, souscripteurs. La finance doit s'engager. Je prends un modèle qui existe dans d'autres pays, mais il faudra que vous me payiez une commission à la fin. En disant cela, dans d'autres pays, lorsque vous êtes recruté, dans le cadre de votre épargne retraite, on vous soumet des formes. 2%, vous pouvez décider, soit 2% de votre argent est placé à travers une société de gestion des actifs. J'ai l'honneur d'avoir avec moi ici le directeur des affaires institutionnelles et réglementaires d'Orange Cameroun, Monsieur Alain Blaise Batongué, ancien secrétaire général de l'ancien JIMAC. Voilà, j'ai pas à le dire, tout le monde vous connaît. Mais à Orange, les salaires sont bons. Donc, un partenariat avec vous, dans lequel, lorsque cadre de Orange est employé, on pourrait lui soumettre un formulaire. S'il voudrait qu'au-delà de l'épargne de la Caisse nationale CNPS, que dans la gestion des actifs, que 2% de son salaire, il soit versé directement, vous sélectionnez peut-être Harvest qui est ici présent, pour gérer justement l'épargne future. C'est ce qui se fait ailleurs. Parce que quand vous regardez ce que la CNPS vous donne au rythme de l'épargne, bon, et nous restons désormais en ville, nous n'allons plus au village, même quand on est devenu hors service. Donc si jamais Harvest et Orange, vous avez un partenariat, pensez à ma commission. Monsieur Alain Blaise Batongué, je vous laisse poser votre question. Très bien, merci. J'ai pas de questions à poser,
je voulais aussi faire quelques observations. Je précise ici que j'interviens comme un citoyen camerounais. Je ne représente pas Orange Cameroun ici, ni l'ancien JICAM. Je suis un journaliste, certes en congé pour l'instant, mais l'un des gens qui accompagne ce projet depuis le début, et je ne pouvais pas ne pas venir ici. J'ai raté une partie des échanges, mais sur la base des premières questions, je vois déjà l'orientation qui est prise, et je voulais apporter ma contribution en me mettant résolument en porte-à-faux contre mon ami Okuda. Et je vais expliquer pourquoi. Le dernier intervenant que j'ai suivi en partie a expliqué un certain nombre de choses. Je pense que dans le panel, il manque quelqu'un, il manque le représentant de l'État. On parle des épargnants, on parle des très petites entreprises, des PME, on parle des banques et des établissements de capitalisation, mais on ne parle pas de l'État. Or, le problème de fond, de mon point de vue, en tant que citoyen, c'est la rupture de confiance qu'il y a entre l'État et les banques, entre l'État et les PME. Parce que l'État, très souvent, se comporte comme s'il était en embuscade. Pour coincer les gens plutôt que les sensibiliser, plutôt que les accompagner. Et de ce point de vue, le banquier est sur liquide, mais ce n'est pas son argent, c'est l'argent des épargnants. On ne peut pas dévoiler, moi j'ai été secrétaire exécutif du JICAM, mais le taux de contentieux sur les crédits non remboursés par les individus comme par les PME, vous ne pouvez pas imaginer, c'est l'un des plus élevés en Afrique et dans le monde. Donc les gens vont vers la banque, ils montent un projet, mais il a déjà l'intention de ne pas rembourser. Mais dans ces conditions, c'est difficile pour le banquier de donner de l'argent parce qu'après, il sera redevable. Il devra rendre compte aux épargnants qui lui ont fait confiance en venant mettre de l'argent. À ce moment-là, le Orange Money ou Mobile Money de MTN marche. Pourquoi? Parce qu'il y a une souplesse et une espèce d'invisibilité qui fait que les gens peuvent gérer tout ce qu'ils veulent là, ça passe, mais les impôts ne sont pas au courant. Le secteur informel continue de prospérer parce qu'ils sont plus confortables en se mettant à la marche. Dès que vous avez l'intention de créer une PME avec les premiers papiers, le lendemain, l'inspecteur des impôts est à votre porte. Il vous demande de payer ce que vous avez l'intention de payer dans les 2 prochaines années, alors qu'il n'est même pas sûr que l'entreprise va... C'est difficile de fonctionner dans ces conditions. Et donc, je pense que la sensibilisation à laquelle on fait référence doit commencer par l'État et par un ensemble de réformes que cet État doit entreprendre pour remettre tout le monde en confiance. Monsieur Lobé parlait de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Ils sont en avance par rapport à nous. Et c'est pas pour rien que leur intégration régionale est plus aboutie que celle de l'Afrique centrale. Je vous rappelle qu'en termes de sous-région dans le monde, l'Afrique centrale est la dernière, mais loin derrière l'avant-dernière. C'est-à-dire que c'est des informations qu'il faut partager. Et ça permettra de comprendre pourquoi on fonctionne comme on fonctionne. Je vous remercie. Une dernière question. Bon après-midi à tous et merci de me passer la parole. Je suis Cathy Assala, responsable d'agence BGFIBank Cameroun. Je suis, ma modeste personne va s'exprimer après des experts sur des sujets pour lesquels ils ont plus de maîtrise que moi. Mais ma question reste et je serais bien contente d'avoir des éléments de réponse. Pas des éléments de réponse, mais des propositions, parce que je pense que s'il y a quelqu'un qui peut répondre véritablement à cette question-là, c'est l'État.
Je vais m'adresser aux banques et aux sociétés de gestion. On parle de l'appel à l'épargne. On parle de l'appel à l'épargne dans la zone CEMAC. Et dans la zone CEMAC, nous avons ce qu'on appelle aussi la diaspora. La diaspora qui est très, très intéressée par ce que nous fournissons ici en termes d'épargne. On voit des taux qui sont très alléchants, qui, pour ces diasporiens-là qui ont travaillé de l'autre côté, aimeraient bien profiter de ces taux. Malheureusement, c'est très difficile. Nous rencontrons à notre niveau de centre de production de banques des diasporiens qui veulent bien rapporter leurs fonds, mais ils n'arrivent pas, ils ne peuvent pas rapatrier. Pourquoi? La loi ne permet pas, la loi est difficile, la situation politique est difficile. Comment vous, à votre niveau, les agences de gestion, vous pouvez proposer à ces personnes de la diaspora des éléments pour les permettre de ramener leurs fonds ici qui vont aider déjà à investir pour développer le pays. Aux banques, comment est-ce que vous travaillez avec les organes de régulation pour permettre à ces fonds qui sont de l'autre côté et qui peuvent revenir ici et contribuer au développement du pays? Pourquoi on a vu des puissances qui se sont développées ainsi? Je prendrai le cas de l'Asie, de la Chine, ou alors d'Israël même. On voit comment ces pays-là se sont développés grâce à leur diaspora. On va enlever le fait que le Liban aujourd'hui ça soit un territoire un peu entre parenthèses en guerre, mais comment fonctionne le Liban? C'est le rapatriement des fonds de ces expatriés qui travaillent de l'autre côté. Comment nous, en Afrique, on fait donc pour apporter des solutions à cette population qui est partie, qui a travaillé et qui souhaite contribuer par des emprunts comme ceux qui sont proposés, des obligations qui sont proposées au développement de leur pays. C'était ça ma petite contribution. Merci. Merci. Monsieur Francky Bounan, pour répondre à la dame. Merci beaucoup, Madame Assada, pour votre question. On va essayer d'apporter des éléments de réponse à vos deux préoccupations. Produits d'épargne pour la diaspora. Peut-être ce qu'on n'a pas dit ici, c'est que aujourd'hui, bien que nous n'ayons pas la possibilité d'aller, on va dire, en Europe ou aux États-Unis, vendre nos produits, on profite d'Internet. Ça a déjà, juste à travers Internet, on a déjà un portefeuille des diasporiens, comme vous l'avez dit. Effectivement, ils trouvent un peu difficile de faire venir leurs fonds. Je pense que c'est un sujet beaucoup plus global. Mais pour ceux qui y arrivent, voilà, ils sont intéressés par les produits qu'on offre ici. Vous l'avez dit, en Europe ou aux États-Unis, les rendements ne sont pas aussi intéressants que ce que nous on a dans notre zone. Donc, ils commencent à s'intéresser à nos produits et certains souscrivent. Bon, vous avez parlé de la problématique de rapatriement. Bon, heureusement, chez nous, on ne rencontre pas encore ce sujet-là parce que c'est, bon, en fait, ceux qui souscrivent, c'est un Camerounais qui est en Europe. Donc, limite, lui nous dit, j'aimerais même pas que mes fonds reviennent en France. Donc, il dit non, je souscris sur place. Quand je suis là, je peux en faire ce que je veux. Donc, aujourd'hui, il y a cette solution-là qui permet, en tout cas à ceux de la diaspora, de rentabiliser leur épargne de façon locale. N'oublions pas aussi que certains de la diaspora sont tombés dans entre guillemets, des arnaques. Ils envoient de l'argent à leur famille, construis-moi une maison, on envoie des photos, et quand ils viennent sur place, il n'y a rien. Donc aujourd'hui, les solutions en fait qui sont proposées, c'est de dire, épargnez localement. Quand vous êtes sur place, vous en disposez. Entre-temps, vous avez de la rentabilité sur le temps. Donc, il y a ce premier problème-là. Maintenant, de façon globale, nous, de l'écosystème, en tout cas d'asset management, le premier point pour intéresser la diaspora, c'était d'être visible. Et pour être visible, il faut avoir de la taille. Là, peut-être on ne parle pas directement de la diaspora, on peut parler des gros fonds d'investissement.
Aujourd'hui, il y a des fonds d'investissement qui recherchent du rendement dans le monde. BlackRock gère un peu plus d'1 trilliard de dollars. Et eux, quand ils veulent investir dans une zone, ils se disent, bon, ils vont investir 4% de leur portefeuille. Mais 4% de leur portefeuille dépasse peut-être le PIB de la CEMAC. Donc, ils recherchent du rendement, mais pour être visible, il faut avoir une taille critique. Aujourd'hui, la CEMAC, 630 milliards, 636 milliards, ça commence à intéresser les fonds d'investissement. Le deuxième problème, c'est que ça doit être visible pour eux. Quand ils veulent des informations sur le Cameroun, ils doivent taper dans une plateforme et ils doivent avoir toutes les informations à jour. Ce qui n'est pas toujours disponible. Ce qui peut freiner, en tout cas, ces investisseurs à investir dans notre zone. Et le troisième point que vous avez évoqué, comment je fais entrer mes fonds et comment je ressors. Réglementation de change. Aujourd'hui, il y a des travaux qui sont, que nous, en tout cas, membres du secteur financier, on aborde avec la BEAC. La banque également fait partie de ces travaux-là. Comment créer un couloir pour des investissements via le marché financier. Bon, uniquement pour cela au moins, parce que au moins sur le marché financier, on sait que si un investisseur qui est hors de notre zone souscrit, on sait exactement qu'il vient pour acheter un emprunt obligataire. Et c'est plus simple de le faire ressortir parce qu'on sait exactement que son argent a été utilisé pour acheter un emprunt obligataire. Il a des revenus liés à cet emprunt obligataire-là. Il peut ressortir. Donc, on travaille aujourd'hui, en tout cas, il y a des discussions qui sont ouvertes avec la BEAC sur le volet, comment on entre et comment on ressort. Ailleurs, des investisseurs sortent en cliquant sur un bouton. Bon, chez nous, la liquidité du marché n'est pas aussi élevée, mais ils ont besoin de savoir que si j'investis pour 2 ans, à échéance, si je veux sortir, je ne vais pas avoir, on va dire, une procédure administrative qui soit trop longue. Aujourd'hui, les banques, je pense, en tout cas, ils peuvent répondre beaucoup plus à cette question que nous. Dès qu'il faut faire sortir les fonds, il faut justifier, il y a une grosse paperasse qui est demandée. Parfois, ça peut prendre plus de temps que prévu. S'agissant de la seconde question, je pense que vous avez parlé de la visibilité. Moi, je pense que la visibilité et la transparence, c'est quelque chose qui est primordial. Aujourd'hui, les produits du marché financier ont cela de beau qu'il y a de la transparence. Donc, c'est vrai que le monsieur l'a dit, les fonds sont utilisés pour quoi? Nous également, on fait des plaidoyers auprès de l'État pour qu'ils communiquent mieux sur ce qu'ils font de l'épargne qu'ils ont collectée. Il y a très peu de communication qui est fait aujourd'hui, ce qu'on peut comprendre. Mais c'est un plaidoyer qu'on fait à chaque fois qu'on est en face des représentants de l'État. On leur dit, écoutez, vous avez fait un emprunt obligataire il y a 2 ans. Aujourd'hui, vous faites un autre emprunt obligataire. On se rend compte que le même projet revient. Bon, le bilan du premier, qu'est-ce qui a été fait avec les fonds qui ont été utilisés pour le premier projet et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Donc, là, une meilleure communication permet en tout cas de rassurer les investisseurs sur les fruits, en tout cas d'épargne qui a été utilisée. En faisant ça, ça rassure l'épargnant et il se rend compte que voilà, l'investissement qu'il a préalablement fait a été utilisé à bon escient. Voilà. Je peux passer la parole à monsieur. Pour répondre à Madame Massala, je voudrais dire que l'argent est comme le Saint-Esprit, se pose là où il y a la paix. La diaspora aujourd'hui a des difficultés à faire confiance quand il faut investir au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il y a des incertitudes sur le plan politique. Il ne faut pas le cacher. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens vous disent attendons d'abord de traverser 2025. Le climat aujourd'hui des affaires n'est pas très sain. Vous n'avez qu'à voir toutes les notations qu'on a aujourd'hui. La note du Cameroun est dégradée de temps en temps par tel ou tel organisme. Et vous savez, ceux de la diaspora sont très regardants sur ces détails. Vraiment, ils sont hyper regardants. Vous avez des frères ici qui étaient avec vous et qui ont traversé, après 5 ans d'études là-bas, ils ont eu toute une autre mentalité. Et ils vous disent,
vraiment, il faut que je vois clair dans votre histoire avant de venir. Déjà, au niveau de la justice, il va te dire, ça fait pas longtemps que j'ai envoyé l'argent pour acheter un terrain. Jusqu'aujourd'hui, je ne suis ni propriétaire du terrain, je n'ai pas l'argent. Le problème est en justice depuis très longtemps. Donc, il y a beaucoup de goulot d'étranglement. C'est pour ça que l'État, qui malheureusement n'est pas présent ici, devrait jouer son rôle. Et je remercie d'ailleurs le grand frère Alain Blaise qui a bien expliqué tout à l'heure le calvaire que nous vivons au niveau des banques quand on nous envoie recouvrer l'argent. Merci. Donc, en fait, la difficulté, parce qu'on a deux types d'investisseurs. On a des investisseurs qui ne sont pas des Camerounais, qui sont de l'autre côté. Leur problème, c'est quand ils investissent, comment faire remonter l'argent. Parce que quand vous investissez, il faut faire remonter l'argent. Et c'est souvent ça qui est très compliqué. Bon, je pense que la BEAC a mis un certain nombre de règles en place. Il faut d'abord faire une déclaration pour entrer. Parce que si vous ne déclarez pas à l'entrée, ça va être très compliqué à la sortie. Vous ne saurez pas faire sortir votre argent. Mais pour nos frères qui sont là-bas, on se dit, bon, pour eux, même si l'argent reste ici, c'est chez eux. Donc, il n'y a pas de problème. Mais pour eux, c'est est-ce que le climat des affaires est sain dans mon propre pays? Et là, la réponse, chacun peut deviner la réponse. C'est pour ça que malheureusement, ils vont en Côte d'Ivoire, ils vont ailleurs pour essayer, dans les endroits, en Afrique de l'Ouest, où c'est un peu plus sain pour pouvoir placer leur argent. Voilà, c'est ce que je peux répondre par rapport à cette partie-là. Merci à tous les panélistes. Je crois qu'on est arrivé au terme de nos échanges. Merci pour vos applaudissements.